Quand tu lances un projet, que ce soit une mixtape ou un album, t'as plusieurs raisons qui te poussent à vouloir le défendre sur scène. La première raison, c'est de faire résonner ton œuvre pour le plaisir de tes fans et pour attirer un nouveau public. Et la seconde raison, c'est que la scène représente une partie importante des revenus liés au développement d'un projet musical. Alors comment faire une scène? Comment bien s'entourer? Comment employer de bonnes stratégies de vente? Comment gérer la psychologie de l'artiste qui se produit sur scène? Et comment joindre des intérêts communs avec les acteurs de ce milieu? Pour répondre à ces questions, je te laisse un extrait tiré de mon podcast Le Temps d'un Son, dans lequel j'ai reçu Anne-Valérie Atlan alias Valou, qui a collaboré dans différents domaines avec tous les plus grands noms de l'industrie rap, en passant de Puff Daddy à Dr Dre ou même La Fouine en France, et qui a produit des scènes pour ce dernier. Et Valou est venu me partager son expérience et t'en faire profiter. D'ailleurs, juste avant qu'elle réponde à nos questions, je t'ai mis en description le lien entier de l'interview et c'est évidemment complètement gratuit de récupérer l'interview complète. On se lance l'extrait, on se retrouve juste après car j'ai quelques points à te détailler. Dans ta jeunesse, donc comme tu l'as dit, tu as fait des soirées pour promouvoir le hip-hop en général, le touring, la promotion, l'organisation des événements de rap en France. Plus tard, avec La Fouine, tu t'es occupé de ces tournées, que ce soit en France, en Amérique du Nord et en Afrique. Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus dur à mettre en place pour qu'un concert se passe au mieux? Est-ce que c'est vraiment la sélection de l'équipe? Est-ce que c'est la vision globale? Ou est-ce que ça va être, par exemple, je ne sais pas, la taille de la salle, ou vous allez préférer, par exemple, prendre une taille plus petite de salle, mais pour avoir une meilleure ferveur et pour avoir une meilleure ambiance? Enfin, comment est-ce que vous calculez tout ça? Qu'est-ce qui est le plus dur dans tout ça pour toi, en termes d'organisation? Alors, tout est dur quand tu montes une tournée. Ouais. Tous les paramètres que tu viens d'évoquer sont des choses à prendre en compte, à travailler en amont. Qui sont essentiels au final entre eux, c'est ça? Et oui, le choix des salles, il est simple. Le choix des salles au départ et des tailles de salles, il est en fonction de la demande. Oui. Voilà. Mais comment tu calcules une demande? Comment tu sais que le Bercy, tu vas le remplir, par exemple? Même si tu es un artiste qui a un minimum de... Alors, c'est très bien que tu poses cette question. Quand on rencontre La Fouine, donc je le rencontre à travers une émission, l'émission que je fais donc sur Zik 10 minutes avec, où on fait une magnifique interview qu'on peut toujours retrouver sur Internet, 10 minutes avec La Fouine, je crois que c'est sur Dailymotion. Il n'y avait pas encore YouTube à ce moment-là. Donc il y a une espèce de connivence qui se crée, voilà, ça se passe bien. Et puis La Fouine me dit, on vient de la même ville, on habite la même ville, etc., dans le 78. Donc il me dit, j'ai un show, j'ai un concert dans 2 mois, j'ai beaucoup aimé ton interview, j'aimerais bien que tu viennes au concert, comme ça tu peux écouter, tu peux voir. Je viens à ce concert-là, c'est au Trabendo à côté du Zénith. Oui. Et puis c'est là qu'on décide plus ou moins de bosser avec lui. On lui dit voilà, nous on aimerait bien te produire une autre date. Et on décide par exemple, en fait je vois un mec incroyable sur scène, je le vois tout de suite. C'est vrai, il y avait un vrai charisme, une vraie énergie. Ouais, c'est incroyable. Je me prends une vraie gifle, pour le coup, La Fouine sur scène, je me prends une gifle. On est en 2007. Et puis, je vois un genre de Jacques Brel, parce que je vois le mec, il est grand comme Jacques Brel. Je me dis, il fait des mimiques, il mime beaucoup les choses, il joue. C'est comme de l'acting quand il est sur scène. Il communique beaucoup d'émotions. Avec le public. Voilà, beaucoup d'émotions. Ouais. Et je me dis, bon, et puis, je sais plus, je crois qu'à la fin de son show, il me semble je vois qu'il rêve de faire l'Olympia. Tu vois, je sais plus comment je le comprends, je sais plus si c'est dans les paroles de chansons, ou si c'était ce soir-là, sur la scène du Trabendo. Et donc, je me dis le lendemain, on va lui faire un Olympia. Je pensais que c'était simple. Bon, c'était pas si simple. Ouais. Je me mets à appeler l'Olympia et je vois très vite que des scènes comme ça, mythiques, quand tu n'es pas un tourneur, donc c'est un producteur de spectacle renommé, qui a déjà loué de grosses salles. Ouais, ils vont pas forcément te faire confiance. Ah non, mais ils te le louent pas, c'est simple. Ouais. Ah vous avez fait quoi avant? Oh moi, c'était il y a longtemps. Oui, d'accord, mais avec cette structure-là, vous avez fait quoi? Rien, madame. Écoutez, allez faire... parce qu'ils cherchent un certain standing dans leur salle. Allez faire 2-3 autres concerts, et puis revenez nous voir plus tard. Ouais, bien sûr. Donc, je me rends compte que pour l'Olympia, en tout cas pour ce coup-là, c'est mort. Et je me dis, je cherche, je commence à faire de la veille sur les réseaux. Je fais toujours ça, je fais beaucoup ce qu'on appelle de la veille. C'est vraiment aller sourcer les infos. Googliser dès que je ne connais pas quelque chose. Ça paraît tout bête de le dire, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne travaillent pas comme ça, alors que pour moi, c'est la base. Ouais, clairement. Je tape salle de concert qui ressemble à l'Olympia. Il ne faut pas hésiter à taper des choses bêtes dans Google. Non, mais vraiment. Tu peux t'étonner des résultats, clairement. Et puis, je me rends compte qu'il y a La Cigale. Donc, La Cigale,
C'est fait Oui, comme c'est un vrai que mini c'est- Olympia. ouais, bien. Mini Olympia dans son architecture, Ouais. c'est-à-dire les théâtres à l'italienne, tu sais, les théâtres en rond avec Oui, des avec sièges un balcon rouges, toujours, balcons, etc., les sièges rouges. Ah, c'est sympa. Je regarde la capacité. Bon, l'Olympia, c'est à peu près une capacité de entre 2003 et 2500 personnes. La Cigale, c'est la moitié, c'est 1200 personnes. Et je me dis, bon, pourquoi pas? Alors, tu te parlais tout à l'heure, comment savoir si l'artiste peut remplir une capacité? Bah écoute, c'est simple. Il venait de faire le Trabendo. Le Trabendo, c'est une salle qui contient 500 personnes. Malheureusement, elle avait été qu'à moitié remplie. Il avait fait 250 personnes sur une scène de 500. Ouais. Donc, quand finalement je me lance dans cette histoire de Cigale, puisque je me dis je vais faire la Cigale, donc j'essaye de trouver quelqu'un qui connaît les gens de la Cigale. Bon, après, c'est aussi le réseau, etc. Bien sûr. J'ai des amis qui m'appellent, enfin des personnes du rap game, des tourneurs qui me disent Valou, tu vas te planter. Ok. Le mec, il n'a même pas réussi à remplir le Trabendo. Tu ne pourras pas remplir une Cigale, c'est 3 fois plus. Ouais. En 2 mois d'intervalle en plus. Oui. Donc c'est pas possible. Sachant que du coup, tous ces plus gros fans, ils sont déjà venus 2 mois avant au travail. Donc tout le monde me déconseille de le faire, etc. Sauf que moi, quand j'ai une idée en tête, et surtout quand T'y crois je vraiment me lance dans quelque chose et que je dis on va le faire, je mets tout en œuvre, même si je ne dois pas dormir pour que ça aboutisse. J'ai mis la main à la pâte, j'ai mis les mains, on va dire, dans le charbon, et je suis partie faire des choses que normalement un promoteur de concert ne fait pas, enfin en tout cas un producteur de spectacle. C'est-à-dire que je suis partie moi-même coller des affiches dans le 78 parce que la société de street promo que j'avais fait ne couvrait que Paris, Oui. et certains... Oui, sauf qu'au final, une belle partie de la fanbase était Voilà. dans la région dans parisienne. dans les Yvelines, surtout Ouais, de là où il vient. Oui, clairement. Donc si tu veux, moi, une street promo qui faisait que Paris plus certains départements, je dis c'est pas grave, j'habite le 7-8, donc voilà, on a fait des soirées entières à aller coller, avec les pots de colle, avec les grosses affiches, nous-mêmes. Et c'est ça aussi, faire les choses et être sur le terrain. Ouais. C'est aussi ça qui permet plus tard, quand tu as un peu plus d'assises, de pouvoir diriger les équipes que tu prends, Oui. parce que tu as déjà fait les choses Oui, toi-même. tu sais de quoi tu parles au final plus tard. C'est très important. Ouais, Et clairement. au final, on a rempli cette Cigale. On a Fabuleux. vendu les dernières places au guichet le soir même. Voilà, mais à force de boulot, 3 mois d'une promo plus qu'intensive. Et en fait, pour répondre à ta question, tu le sens en fait. Quand tu ouvres une billetterie et que tu vois que les places partent très très vite, comme on a fait pour Young Thug. En 2016, je produis le concert de Young Thug. Ouais. Je le fais venir en France et je produis un de ses premiers concerts, donc au Bataclan. On met le Bataclan en vente, les places sont parties en 2 jours. Ah bah oui. En 2 jours. Ouais. Ah, Donc, Young Thug, c'était quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait? Voyant que les places partaient en 2 jours, vite, j'ai demandé au Bataclan s'il y avait une autre date après, ils n'avaient pas. J'ai trouvé une autre salle, j'ai pris le Trianon et on lui a produit un Trianon 2 jours après. Donc on a fait 2 salles. Ouais. Donc en fait, voilà comment tu jauges. Quand tu fais ton ouverture de billetterie, un peu comme quand aujourd'hui tu mets un titre sur les plateformes, tu vas le voir tout de suite si ça stream ou pas. Ouais, mais je veux dire, c'est pas les mêmes risques, dans le sens où tu vois, tu as la location d'une salle. C'est pas les mêmes tu risques, vois, évidemment. Donc, en gros, tu partirais du principe, un peu entre guillemets pour vulgariser pour les gens, tu préfères commencer par une salle un peu plus petite, Ah bah bien sûr. quitte à avoir Bien moins de sûr. personnes, mais au moins tu vois quelle est la capacité Si tu la potentielle. remplis bien, exactement. C'est ça, et si tu vois que tu la remplis rapidement, là tu prends le risque d'aller chercher une autre salle ou cette Exactement. même salle une deuxième fois, c'est ça? Exactement. Et par exemple, quand tu vois que ça part aussi doucement, comme par exemple pour la première Cigale de la Fouine, bah tu travailles, tu doubles la promo, tu prends d'autres boîtes, tu fais de la street promo, tu fais tout un tas de choses, tu fais de la com, tu fais du sponsoring. Ouais. Et je te dis, cette Cigale, c'était vraiment in extremis. Voilà, donc après c'est jaugé, Ouais. tu vois, c'est comme les curseurs de cette console, c'est des curseurs à monter, à descendre, c'est de l'intuition aussi, mais c'est des paris. Et puis tu le sens quand il y a une demande, aujourd'hui tu peux le sentir sur les réseaux, Ouais, clairement. Ah, et aujourd'hui, tu as plus d'indicateurs, on va dire. tu as plus d'indicateurs. Après les grosses salles, on va dire que produire un concert coûte extrêmement cher, Ouais, c'est ça. extrêmement cher, donc effectivement, il vaut mieux être prudent et ne pas viser tout de suite des grosses salles. Ouais. Alors, justement, pour revenir là-dessus, tu vois, l'art de la scène, c'est quelque chose qui est super important pour toi, comme tu nous le disais. Et sans leur tirer dessus, on a vu récemment des grosses polémiques, en tout cas l'année dernière, sur Ninho et PNL par rapport aux concerts qu'ils ont pu produire. Étant donné que ce sont des têtes d'affiche, il y a énormément de festivals qui déboursent des très grosses sommes pour pouvoir les faire venir. Et il y a eu beaucoup de problèmes autour du fait que, par exemple, Ninho était bourré sur scène et donc n'arrivait pas à assurer ses shows, et que PNL, sur un concert d'1 heure, avait en général 40 minutes de retard. Plus généralement, on peut voir aussi que dans le rap, il y a beaucoup de prestations qui sont, en tout cas en festival,
en dessous des prestations des mecs qui sont dans la pop ou dans la variété et qui vont donner un côté live qui va être beaucoup plus vivant et qui va donner une atmosphère beaucoup plus prononcée. Par exemple, M, je sais pas si tu as déjà vu M en concert. Personnellement, je déteste la musique de M sans être méchant, mais je respecte beaucoup l'art. Par contre, en concert, c'est exceptionnel. Vraiment, on rentre à l'intérieur du truc, on se fait complètement happer par le concert. Et du coup, je voulais avoir ton avis là-dessus et que tu nous expliques aussi, avec toute ton expérience, en quoi est-ce que ça dessert même l'entièreté du rap, parce qu'au final, cette tête d'affiche-là donne cette image au final du rap en festival. Pour le coup, ça peut arriver à certains artistes parfois de rater une performance. Je pense qu'il ne faut pas généraliser. Bien sûr. Moi, je trouve que les dernières dates de Ninho, justement, j'ai été agréablement surprise parce que il y avait un super décor. Et alors, je ne parle pas des festivals, hein, je parle de ses dates à lui. Concert. Donc, il y avait un super décor, il y avait une belle mise en scène. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'efforts qui étaient faits. Alors après, oui, on peut toujours faire plus. Bien sûr. Mais il est vrai, tu as raison, ce côté où on travaille vraiment le show, d'une, c'est arrivé très tard dans le rap français. Oui. À part 2-3 gros artistes, bien sûr, comme NTM ou IAM, qui sont des monstres en termes de show et qui ont, eux, compris très vite. Parce que la culture américaine, parce que tout ça... Est-ce que c'était aussi une histoire de budget dans leur cas? Alors non, c'est pas une histoire de budget. Bien sûr que le budget aide, évidemment, mais quand tu as envie de faire un vrai show, tu trouves toujours des moyens. Même avec... quand tu as envie de scénariser peu importe ce que tu vas mettre sur scène, la scénarisation, la mise en scène de ton spectacle qui est une histoire, c'est pas une question de moyens, c'est une question d'idées. C'est une question de compétence de l'équipe qui va se mettre dessus. Et évidemment, avec les moyens, bien sûr, c'est super. J'ai en tête un concert de Ninho où justement il sort, c'est comme s'il y avait une cage d'escalier, il sort, la porte s'ouvre. Bon, c'est super beau. C'est sûr que moi, je viens d'une école où, en travaillant aux États-Unis avec des mecs comme P. Diddy, en travaillant sur les spectacles de Dru Hill, par exemple, de Total, de toute l'équipe de Bad Boy de l'époque, j'ai aussi une autre vision. C'est-à-dire que pour moi, c'est impératif. C'est même pas quand tu arrives à un certain niveau, c'est même quand tu es un artiste en développement et que tu démarres et que tu vas faire 1 ou 2 titres qui viennent de sortir, mais que tu les présentes à un public. Pour moi, il est important de dégager quelque chose à tous les niveaux, vestimentairement parlant, au niveau de ton attitude, au niveau de tes mouvements, au niveau de ta position. Ouais, pour dégager une certaine aura, un c'est charisme aussi. Donc oui, ça peut... rejaillir sur l'ensemble du rap, je pourrais pas dire ça parce que quand on voit qu'aujourd'hui, de toute façon, les rappeurs sont les plus demandés en festival, tu te rends compte que non, ça rejaillit pas sur le rap puisque le rap est toujours extrêmement demandé dans les festivals. Et je trouve qu'il y a un effort. Moi, je trouve que depuis quelques années, il y a quand même un effort sur les spectacles du rap. Vraiment. Vraiment. Que ce soit même Kershak que j'ai vu il n'y a pas longtemps en concert, à la Cigale, je crois. Ou voilà, enfin, tu as tout type d'artistes qui commencent vraiment à comprendre l'importance du show. Ils l'ont compris dans les clips depuis longtemps. Sur scène, il faut que ça soit comme dans un clip. Il faut nous transporter aussi dans une atmosphère finalement. Et par les lumières, et par la scénographie, et par les danseurs, et par les backers, et par les décors, les DJ, les musiciens que tu vas mettre sur scène. Tout est important. La fumée, non, moi je trouve que c'est en bonne voie. Et je trouve qu'il y a vraiment de plus en plus d'efforts qui sont faits dans les concerts. Et moi, j'aide beaucoup d'artistes aujourd'hui. On m'appelle beaucoup pour monter des shows d'artistes connus également et pour les aider à se perfectionner. Et je trouve que finalement, il y a une vraie volonté aujourd'hui de bien faire, pour faire comme les autres musiques. Mais c'est vrai que c'est arrivé tard, je te l'accorde. Ok, alors il y a quoi à retenir dans cet extrait? Pour commencer, il y a une notion super importante et souvent négligée dans les faits, c'est le dépassement de fonction. Je vois souvent des artistes, des compos ou des producteurs qui se contentent de faire leur travail sans ne jamais pousser plus loin que les tâches qu'ils sont censés faire, préférant ne pas aider plutôt qu'assister des personnes avec lesquelles ils travaillent. Et ce continuel non-dépassement de fonction peut être rapidement nocif. Déjà, à rester dans sa zone de travail et de confort, on ne se confronte jamais à des situations extérieures nous permettant d'en apprendre plus sur le travail de nos partenaires et on perd petit à petit nos connaissances globales sur les métiers qui nous entourent. Résultat, on va continuellement se plaindre du travail des autres sans jamais réellement le comprendre à la seconde où ils n'avancent pas dans les temps. Ça devient donc impossible d'exiger de manière juste la part de travail qu'on attend à un instant T et la qualité de sa réalisation.
Et je pense qu'il y a un mindset à déconstruire dès lors qu'on travaille à notre compte pour nos projets. Ce qui compte à la fin de la journée, c'est pas qui est fautif de ne pas avoir fait quel travail, mais plutôt est-ce que le travail a bien été fait dans son intégralité. Pourquoi? Parce que si le travail global n'est pas fait, t'as beau faire parfaitement ta part, ça ne changera rien au résultat final qui sera un échec. Et des fois, il y a des tâches qui traînent dans ce qu'on va dire une zone grise, car ils ne sont pas destinés à une personne en particulier, mais il faut les faire. Valou nous l'a bien expliqué avec l'exemple du collage d'affiches. Attention toutefois à bien t'entourer pour ne pas te retrouver à carrément faire le travail que les autres sont censés faire. La deuxième notion qui me semble importante dans cet extrait, c'est de comprendre les intérêts des autres. Et comme on l'a vu dans le cas de Valou, convaincre une salle prestigieuse, c'est aussi lui demander d'associer son image à un concert, et ça représente bien plus qu'une simple soirée. Quand on est une grande salle de spectacle, le standing, la qualité de production, l'image de la salle va être associée à chaque concert. Et chaque soir, une salle prestigieuse qui accueille un concert met sa renommée en jeu. C'est donc un calcul hyper important à prendre en compte de leur côté, car l'impact peut être énorme sur la renommée et le business d'une salle, surtout que jusqu'en 2017-2018, tout le monde était frileux sur le rap car il y avait des pensées limitantes qui leur faisaient peur, notamment le fait que soi-disant le public rap était un public violent. Donc pour les convaincre, il fallait avoir, et il faut toujours avoir, de la preuve sociale. Et pour un tourneur, la preuve sociale, c'est des concerts qu'il a produits, c'est le standing des salles dans lesquelles il a produit ces concerts-là. J'espère que cette vidéo t'a plu et que t'en as tiré un max d'enseignements. N'oublie pas que l'interview complète se trouve en description, je t'ai mis un lien et c'est évidemment gratuit. Sinon, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de liker et de commenter cette vidéo si tu veux que je continue à créer du contenu sur cette chaîne.